Alors, Adam, l'actualité dominante ces derniers mois, c'était la COP 21. Je suppose que ça a une résonance toute particulière pour vous. Oui, tout à fait. Ça fait déjà des années qu'on suit le processus de la COP. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles c'est important pour Green Cross International et pour moi. Déjà, on était à Copenhague avec une grande délégation, on avait presque 60 personnes et plusieurs organisations Green Cross de partout autour du monde qui ont participé à l'événement et également à la grande déception de Copenhague. Euh, Depuis cette expérience, on a participé à d'autres COP qui finalement ont abouti à la COP 21 à Paris, sur laquelle on avait travaillé également très fort durant toute l'année pour préparer une conférence à Genève, afin d'envoyer le message de la Genève internationale à Paris sur le message pour une économie verte, mais également inclusive, qui est une spécificité de Genève. Et donc effectivement, pour nous, la COP, c'était l'aboutissement d'un très très long processus. Alors, quelle impression déjà, en fait, après la signature de ce protocole? Alors, c'est qu'on est assez content, on est très content du résultat. Et c'est aussi un résultat qui dépasse d'un certain côté ce à quoi on s'attendait. Par contre, c'est toujours en deçà de ce qu'on espérait. Alors, qu'est-ce que vous espériez? Alors en fait, le problème climatique, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que simplement réduire les niveaux des gaz à effet de serre, qui est vraiment la clé du processus de négociation climatique. C'est réduire les gaz à effet de serre et puis s'adapter au changement climatique qu'on n'arrivera pas à empêcher. Par contre, pour nous, le problème est beaucoup plus profond. C'est un problème de société, c'est un problème d'économie, c'est le fonctionnement entier de notre économie qui est au centre du problème et qui dépasse les gaz à effet de serre ou le problème des gaz à effet de serre, mais qui va également sur toutes les questions de pollution, les questions également sociales, les questions d'inégalité. Donc c'est un problème qui va beaucoup plus loin et malheureusement, ça échappe au processus de négociation climatique. Vous êtes très concerné par les questions de l'eau. Quelle incidence, en fait, ce protocole sur des problèmes de l'eau, globalement? Alors, une des conséquences immédiates des changements climatiques, c'est un changement dans le cycle de l'eau. On voit ces dernières années, il y a de plus en plus de sécheresses à différents endroits. Les très fameuses qui ont impacté la Californie ces dernières années, en Afrique du Sud, en Australie et puis ailleurs. Et en même temps, on a ces phénomènes de pluie intense. Donc la pluie tombe, mais durant une très courte période et de façon très intense. Et donc, en fait, c'est tout le cycle de l'eau qui est dérangé. Et ça aggrave les situations où il y a un manque d'eau dans certaines communautés, en Syrie notamment, durant les dernières décennies. Ça amène des tensions entre les communautés. Et tout ça, c'est aggravé par une mauvaise gestion de l'eau, par exemple l'irrigation de masse à différents endroits. Et ça apporte des tensions dans les communautés qui sont terribles. Le Forum économique mondial, l'année dernière, a dit que le premier risque pour l'humanité, pour nos sociétés, c'était le risque de la crise qui est liée à l'eau. Évidemment, c'est une crise qui est aggravée par les changements climatiques. Cet accord a été signé, comme vous le disiez tout à l'heure, on n'attendait pas cette signature parce qu'il y a eu des échecs précédents. Est-ce que ça augure du fait que, par exemple, pour la COP 22, on aille vraiment vers un progrès sur toutes les questions liées au climat? Alors déjà, à la COP 21, il y a eu des très grandes avancées et c'est grâce au travail déjà qui a été amorcé au Pérou et tout l'engagement à tous les niveaux de la France, du président, mais ça va également de toute l'équipe qui travaillait pour préparer la COP 21, la maire de Paris qui a fait un travail extraordinaire, les communautés, les autorités locales, le secteur privé. Donc c'est un travail d'équipe qui a amené à cette victoire pour la science, parce que pour la première fois, on parle
question du niveau de réchauffement qui serait potentiellement acceptable. Et on ne parle plus du 2 degrés, qui date d'il y a plusieurs années de Copenhague. Maintenant, on parle de 1,5 degrés. Ce 1,5 degrés qui est un peu plus en ligne avec ce que la science nous dit, et qui était une demande des petits États, des Small Island States, donc les États insulaires et certains autres pays, et que le Canada a décidé de soutenir. Ce 1,5 degré a symboliquement été entré dans le document de la COP. Je dis symboliquement parce qu'aujourd'hui, on est déjà à 1 degré de réchauffement, avec toutes les conséquences qu'on voit en termes de dérèglement climatique, et qu'à cause des gaz à effet de serre qui ont déjà été émis, en fait, on a encore 1,5 degré de réchauffement qui est à venir, que l'on ne pourra pas empêcher. Donc ce 1,5 degré qui est... on aspire à essayer de limiter à 1,5 degré, mais de façon tout à fait symbolique. C'est ce que la science nous dit, on devrait essayer de limiter à 1,5 degré. On sait qu'on va le dépasser. Et de toute façon, on est en ligne pour l'instant sur la base de ce que les États nous ont présenté. On se dirige quand même vers les plus de 3 degrés. Et comme on a tendance à sous-estimer le réchauffement, depuis des années, on voit que la planète se réchauffe beaucoup plus rapidement que ce qui est prévu, et qu'il y a un risque de changements climatiques qui sont non linéaires, que le climat s'échappe complètement. Alors, on sait qu'on a beaucoup de travail à faire. Et les pays, ils nous ont dit, on vise 1,5 degré, mais par contre, les commitments des différents pays, les engagements sont pas du tout en ligne avec cette réalité. Donc, une victoire pour la science, mais bon, après, il faut qu'on suive. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, nous allons aller vers des questions un peu plus personnelles. Vous avez un parcours très particulier, donc plutôt un parcours de technocrate, on va dire. Je ne sais pas si le mot est approprié, mais je me le permets. Et la tendance aujourd'hui, c'est à croire, je suis d'une certaine opinion, qu'en fait les grandes entreprises ou les têtes bien faites ne sont pas forcément celles qui promeuvent le plus l'environnement. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser qu'il peut avoir une implication réelle de la part de grandes entreprises, de technocrates dans ces questions environnementales ? Alors, de mon côté, et pour moi qui ai un parcours dans le secteur privé, une vingtaine d'années d'expérience dans des grandes multinationales, mais également dans des grandes boîtes de consulting, je vois que pour le secteur privé, le changement climatique, et évidemment ça dépend des industries, mais pour la plupart des industries, c'est une très grande opportunité à réduire leur empreinte carbone, réduire leur consommation, entre autres, de pétrole, qui est très très profitable et qui permet de réduire le risque. Aujourd'hui, le pétrole est à un niveau qui est très bas, qui est autour des $30, $35. Le baril, pour une entreprise qui arrive à réduire sa consommation, si un jour il y a le prix du pétrole qui recommence à grimper aux $100 ou plus, et le jour où il y aura un prix sur le carbone, cette entreprise n'a pas assumé le risque et elle n'est pas exposée à cette augmentation de prix. Donc pour elle aura un avantage concurrentiel par rapport aux autres entreprises, et donc pour ses actionnaires, elle sera en très très bonne position. Mais également, elle va faire en sorte que le climat se porte mieux également. Donc voilà, on parle du risque climatique. On a toujours parlé en termes de coût, le coût d'être plus responsable au niveau environnemental versus l'économie. Mais en fait, il faut regarder les questions d'une façon complètement différente. Les entreprises qui sont capables de réduire leur empreinte environnementale et leur empreinte en carbone en particulier deviennent beaucoup plus concurrentielles, arrivent à créer de l'emploi, arrivent à augmenter leur part de marché. Et donc ça, on transforme un problème en une opportunité. Et c'est l'idée que vous défendez. Est-ce que vous arrivez à convaincre davantage d'entreprises, par exemple, à prendre cette option ? Alors, il y a les grandes multinationales qui ont déjà compris cette problématique, des organisations comme DuPont, des organisations comme Nestlé et certaines Unilever et d'autres, et qui vont dans cette direction, qui ont déjà des succès énormes en termes de réduction de gaz à effet de serre, mais en termes de réduction de coûts également,
Et ceux qui en profitent, c'est leurs actionnaires. Il y a certaines entreprises qui ont eu tellement de succès dans leurs usines et dans leurs bureaux que maintenant ils ont développé un service de consulting et puis d'autres entreprises à également aller dans cette direction. Et il y a une croissance énorme pour ce genre de service. Mais là où il y a des plus grands problèmes, c'est dans les plus petites entreprises. Alors elles, les plus petits, les PME entre autres, qui n'ont pas accès à tous ces consultants et puis à toutes ces connaissances par rapport aux réductions de leur empreinte et le profit qui peuvent découler. Alors malheureusement, elles sont à la traîne. Et là, il y a beaucoup de travail à faire. Alors, nous allons revenir sur Green Cross International. Gorbatchev est surtout considéré comme la personne qui a promu donc la perestroïka, donc tous ces changements et l'apport, l'arrivée à la démocratie en fait, en gros, dans le bloc de l'Est. Mais il est aussi impliqué dans des questions de développement. Mais on en sait un peu moins. Alors, quid de ces questions et de sa position sur toutes ces questions de développement, de l'Afrique notamment? Oui. Alors déjà, Mikhail Gorbatchev, dans les années 80, 86, 87, avait, dans le cadre de la perestroïka, demandé aux gens dans les villes quels étaient leurs plus grands problèmes. Et le problème de la pollution, le problème des usines qui empoisonnaient l'environnement, l'air, l'eau, et qui rendaient leurs enfants malades, était un des problèmes les plus urgents à régler. Et dans une période où l'Union soviétique avait besoin de capital, besoin d'argent, il a quand même pris la décision d'écouter ces gens afin de fermer quelques 400 usines des plus polluantes sur le territoire. Alors ça a été un grand courage, mais ça a été également la demande de la population à qui il a redonné la capacité de pouvoir s'exprimer. Et donc il a écouté les gens, il a fait ce qu'ils ont demandé, et c'est à ce moment-là qu'il a vu la force de la société civile, et il a vu qu'on pouvait donner, en fait on pouvait accomplir des choses fantastiques à travers l'engagement de la société civile. C'est une des sources derrière la création de Green Cross. Alors, après la chute du mur de Berlin, en 92, il y a eu la première conférence de Rio. Et l'architecte de cette conférence, c'était Maurice Strong, donc le célèbre Canadien qui a réussi à mobiliser les chefs d'État, les acteurs, en fait, la planète était mobilisée pour l'environnement à ce moment-là. Et les délégués de la conférence ont demandé à la création d'une Croix-Rouge pour l'environnement. Et comme Mikhail Gorbatchev en avait déjà parlé plusieurs fois, Maurice Strong et les délégués ont dit Mikhail Gorbatchev, soyez le leader, soyez la personne qui va créer cette nouvelle organisation. Et l'année suivante, il y a eu Green Cross qui a été créé par Mikhail Gorbatchev avec 5 pays, entre autres la Suisse, la Russie, le Japon, les États-Unis et les Pays-Bas. Et c'était à Kyoto où Green Cross a été créé. Et aujourd'hui, Green Cross a des bureaux dans une trentaine de pays. On a 5 programmes internationaux qui travaillent un peu partout à travers le monde, notamment en Afrique, dans plusieurs pays en Afrique. On a des bureaux au Ghana, au Burkina Faso, on a des projets au Sénégal. Au Swaziland, on a également des bureaux, on a des projets aussi au Kenya et en Côte d'Ivoire, si je ne l'ai pas mentionné. On travaille beaucoup sur la question de l'eau que vous avez soulevé tout à l'heure. Au Sénégal, on a des projets fantastiques. Au Ghana également, on travaille sur les questions de pollution, on travaille sur l'accès à l'eau dans beaucoup de petites communautés. Mais pas seulement. Les questions de sécurité ont toujours été très importantes pour Mikhail Gorbatchev. Donc on travaille aussi sur des thématiques qui sont peut-être un peu moins connues dans le monde associatif environnemental, comme la question des armes chimiques. Et alors durant les dernières années, on a aidé à faciliter la destruction de 65 000 tonnes d'armes chimiques à travers le monde.
On continue avec ce travail principalement aux États-Unis et en Russie. Et on a également été impliqué dans les questions d'armes chimiques en Syrie un peu plus récemment. Donc, il y a quelques années, l'Organisation pour la prohibition des armes chimiques a reçu le prix Nobel pour son travail, le prix Nobel de la paix, et Green Cross a reçu le Right Livelihood Award, donc ce qu'on appelle un peu aussi le prix Nobel alternatif pour notre travail et pour le fait qu'on fédère le travail de la société civile sur la problématique des armes chimiques. Donc on coordonne le travail d'environ 150 ONG au début, alors qu'au départ on était pratiquement les seuls. Que pensez-vous de Trudeau ? Alors, pour la question du Canada, effectivement, les questions de changement climatique et les questions environnementales, pour moi, ont une signification très très particulière parce que je suis polonais et canadien. Et c'est deux pays qui, durant les dernières années, ont eu un rôle moins que constructif quand il s'agit du processus de la COP. La Pologne, qui a été le pays hôte de la COP à 2 reprises, une fois à Poznań et une fois à Varsovie, une de ces conférences qui a été sponsorisée par l'industrie de l'énergie fossile. Donc voilà, et on connaît le résultat. Et le Canada qui, pendant pratiquement 10 ans, a été un frein, disons, au progrès, et qui a également reculé à tous les niveaux quand il s'agit de coopération internationale, d'aide au développement et à tous les niveaux, et également par rapport à son engagement au niveau du travail des Nations Unies et des organisations internationales. La venue du fils de Pierre Elliott Trudeau, Justin Trudeau, a complètement changé la donne. Le Canada a été une force très positive à Paris, et Justin Trudeau a soutenu les petits États insulaires. Le ministre de l'Environnement canadien a parlé du 1,5 degré dans sa déclaration. Donc, et c'est ce qui a permis, entre autres, à la mention du 1,5 dans le texte. Donc c'est quelque chose de fantastique. Par contre, les projets en termes d'engagement et de réduction de gaz à effet de serre au Canada ont encore été préparés par l'ancienne administration. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à encore beaucoup de progrès de la part du nouveau gouvernement, qui est un gouvernement qui est absolument extraordinaire par rapport à ce qu'on avait dans le passé, très multiculturel, très engagé, très ouvert par rapport à tout ce qui se passe au niveau des Nations Unies, et je pense qu'on va entendre parler de plus en plus du Canada, ici à Genève et puis ailleurs, dans les mois à venir et dans les années à venir. Donc c'est quelque chose de très très positif. Et je mentionnerai en plus que le ministre des Affaires étrangères canadien, Stéphane Dion, s'était exprimé à plusieurs reprises en faveur d'une taxe sur le carbone. Le Canada maintenant s'est engagé en 2017 à avoir un prix sur le carbone au niveau national, comme l'a fait la Chine, et comme l'a évoqué également le président Obama. Il a parlé d'un prix de $10 le baril. Je pense qu'on va dans la bonne direction, et puis j'espère que c'est le momentum, j'espère qu'il va s'accélérer. Alors, un de vos prédécesseurs, dans le cadre de ces entretiens, a parlé du rôle de la Chine par rapport aux accords, donc au protocole, et il était visiblement très content du fait que la Chine ait impulsé en fait des changements. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai déjà depuis des années, je parle du rôle très constructif de la Chine par rapport à l'augmentation de l'efficacité énergétique sur le terrain chinois, par rapport aux investissements dans les énergies renouvelables. Et les Chinois ont compris, c'est effectivement à cause du niveau de pollution qui est devenu intolérable dans les grandes villes chinoises. Ils ont compris qu'ils devaient changer de façon, une espèce de révolution dans leur façon de fonctionner, que l'efficacité énergétique était une priorité, leur top priority de la Chine, c'était l'efficacité énergétique, et c'est quelque chose que nous on fait également en Europe, mais avec peut-être moins d'urgence.
les Chinois ont bien compris ça, et je pense qu'à bien des niveaux, on peut prendre exemple sur la Chine, ouais. En tant que personne, est-ce que vous auriez un coup de gueule par rapport à toutes les questions climatiques, mais environnementales globales? Est-ce que si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez? Il y a beaucoup de choses il y a des processus qui sont très très lents. L'Arabie Saoudite qui dépense environ 80 milliards par année en termes de subventions aux énergies fossiles. Dans les pays du Golfe, il y a beaucoup de pays où l'essence est vendue à 50 centimes le litre, où l'électricité, qui est d'ailleurs générée en brûlant du pétrole à 4 dollars le baril, qui coûte 1 centime le kilowattheure. Donc il y a un gaspillage qui est absolument énorme et des gaz à effet de serre qui sont tout à fait inutiles. Alors, il y a énormément de choses à faire au niveau de ces pays pour accélérer cette transition, pour devenir beaucoup plus efficace. Et en même temps, ce qui peut sembler complètement étonnant, c'est que l'Arabie Saoudite veut devenir une force au niveau de l'énergie solaire, veut nous vendre de l'électricité solaire et veut financer ces investissements par nos achats de pétrole. Alors, ça peut sembler une contradiction, mais les Saoudiens ont tout à fait compris que l'avenir est plus dans le pétrole, que maintenant ça tire vers la fin, et que leur avenir à eux passe par le renouvelable. Donc je pense que c'est très très bien. Si on pouvait accélérer les choses, ça serait fantastique, parce qu'en attendant, on perd du temps, et maintenant on a peu de temps à perdre, hein. On est dans une situation d'urgence. La réalité climatique, elle est avec nous.